les jeudis de l'Iliade. Alors, merci beaucoup de votre présence ce soir. Si vous me le permettez, et en accord avec Alexandre, notre intervenant, j'aimerais commencer cette soirée par un hommage à l'un de nos plus fidèles compagnons qui nous a quittés il y a un mois. Je veux parler de François Bernard Huyghe. Il était un visiteur régulier de la nouvelle librairie et un assidu des jeudis de l'Iliade. Sa gentillesse, sa discrétion en font un des derniers gentlemen que l'on avait toujours plaisir à croiser et avec qui discuter. Il était l'auteur d'une œuvre considérable dans les domaines de la communication, de la désinformation et de la cyberstratégie. Je vous invite à avoir une pensée pour lui et sa famille. Et je laisse Alexandre nous dire un petit mot, puisqu'il côtoyait régulièrement à la nouvelle librairie. Oui, un petit mot très, très, très court, parce que c'est grâce à la nouvelle librairie, c'est en travaillant à la nouvelle librairie, que j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer François Bernard, qui passait au moins une fois par semaine, si ce n'est pas plus, et qui était un habitué effectivement des jeudis de l'Iliade et des colloques, et avec qui c'était toujours un grand plaisir de discuter, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement intéressant avec qui discuter au niveau de la soft idéologie, de la nouvelle langue et des problèmes de géopolitique, notamment qui pouvaient toucher le monde asiatique, de par son travail qu'il avait fait avec sa femme Edith, qui elle est décédée en 2014 sur la question de la terre. Donc effectivement c'est quelqu'un qui est parti trop tôt, parce qu'il était un des fidèles de cet endroit et de nos idées. Son esprit restera. Absolument. Voilà. Merci. Donc nous sommes réunis ce soir pour ce jeudi de l'Iliade consacré à Gustave Thibon, avec une présentation des leçons de réalisme, présentation de Retour au réel par Romain Robert Primo. Romain est auditeur de la promotion Roi Arthur et membre des cadres de l'Institut. Il intervient notamment dans la formation sur les thèmes de philosophie politique. 30 ans, marié, père de 2 enfants, il est également professeur agrégé de philosophie, fondateur et directeur d'Eidos, j'espère que je le prononce bien, agence de production audiovisuelle qui s'est spécialisée dans le combat culturel par vidéo. Il a mis ses activités entre parenthèses pour se consacrer à la politique. Il est actuellement collaborateur parlementaire auprès d'un député. Amoureux de Gustave Thibon, qu'il a découvert pendant ses années de prépa, au travers de la lecture de Nietzsche et son traité sur l'amour et l'amitié et ce que Dieu a uni. Enfin, il a monté avec des amis en 2018 un cercle de conférences intitulé Chez Gustave, en hommage à ce maître. Je laisse la parole à notre intervenant. Merci pour la présentation. Alors, je vais essayer d'être bref et pour joindre l'utile à l'agréable et les plaisirs de l'esprit et les plaisirs de la chair, eh bien, je vous annonce d'ores et déjà qu'à l'issue de la causerie, j'aurai le plaisir de vous faire goûter un vin du domaine de Gustave Thibon, puisqu'il était en effet viticulteur et il a repris le domaine de ses aïeux qui avaient le domaine depuis, je crois, le XVIe siècle, et sa fille Hélène Thibon produit encore du vin. Et donc j'ai réussi à en trouver quelques bouteilles à Paris qu'on aura l'occasion de goûter tout à l'heure. Alors, pour commencer, permettez-moi une anecdote personnelle, que j'espère peut-être pas trop égocentrée, sur les conditions dans lesquelles j'ai découvert Gustave Thibon. C'est toujours intéressant de savoir comment un auteur nous marque et comment on le rencontre, parce que c'est véritablement une rencontre quand on découvre une pensée et une œuvre. Et j'ai rencontré Gustave Thibon il y a quelques années de cela, quand je préparais donc l'agrégation de philosophie dans la bibliothèque de la Sorbonne. Et je me souviens très bien des premières lignes de Retour au réel que je vais vous présenter ce soir, que j'ai lues à une époque où j'étais plongé dans la préparation de l'agrégation entre Aristote, Marx et Kant. Et donc au milieu de ces auteurs académiques importants, eh bien, mais parfois desséchants pour l'esprit ou parfois désincarnés, eh bien, la lecture de Thibon m'a fait sur moi l'effet d'un choc par son caractère à la fois profond
et en même temps extrêmement juste, accessible. Pour ceux qui l'ont déjà lu ou pour ceux qui le liront, vous verrez que sa prose, il écrit beaucoup en aphorisme, sa prose est vraiment très limpide, très claire, et sa pensée, malgré tout, extrêmement profonde. Et donc je me souviens très bien de Retour au réel et de son traité sur Nietzsche, qui est vraiment un remède et un antidote philosophique et métaphysique aux philosophies, on va dire, de la déconstruction, aux philosophies abstraites et idéalistes. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Donc, comme on ne se libère pas facilement de ces vieux réflexes agrégatifs, je vais faire un plan en 3 parties, vous m'excuserez. Je n'ai pas eu le temps, vu mon agenda, de préparer un plan plus original. Quelques mots, peut-être pour commencer, sur sa vie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça permettra de planter le décor et de situer le personnage. Donc, tout d'abord, Gustave Thibon, on le présente comme un philosophe paysan, autodidacte. Pourquoi ? Il est né donc le 2 septembre 1903 donc dans le mas de Libyan, à Saint-Marcel d'Ardèche, dans le Vivarais, terre à laquelle évidemment il est resté attaché toute sa vie. Donc, comme je vous le disais en introduction, il était fils de vigneron et il a très rapidement quitté l'école pour reprendre le travail de son père. Et en parallèle de ce travail paysan, enraciné, il s'est formé lui-même en autodidacte et il s'est plongé dans la lecture des grands philosophes et des grands poètes. On peut dire, pour simplifier, même si ça va au-delà de ces 3 auteurs, mais qu'il a été marqué par la lecture de 3 grands maîtres, un saint, Saint Jean de la Croix, un philosophe, Nietzsche, et un poète, Victor Hugo. Ensuite, il est monté à Paris dans les années 20. C'est à cette occasion qu'il a fait la rencontre de Gabriel Marcel, de Jacques Maritain, qui lui ont fait donc découvrir le thomisme, et qui surtout l'ont incité à écrire. Et sous leur influence, il a rédigé donc son premier traité qui portait sur un philosophe allemand un peu oublié aujourd'hui, Ludwig Klages, sur la question donc du caractère. Ami aussi de Maurras à la fin de sa vie, qu'il a visité en prison. Maurras a dit de lui dès ses jeunes années: « C'est le plus brillant, le plus neuf, le plus inattendu, le plus désiré de nos jeunes soleils. » Donc, si le maître de Martigues a eu ces mots élogieux pour Gustave Thibon, c'est qu'en effet, il était prédisposé à non pas une carrière, puisqu'il n'a pas mené une carrière, mais à un destin littéraire et philosophique illustre et particulier. Et donc, dans les années 30, il publie un certain nombre d'articles. Il est aussi connu pour être l'ami et l'introducteur de Simone Weil, la philosophe et pas l'avorteuse, je précise, qu'il accueillera chez lui pendant l'occupation et qu'il protégera. Et les 2 êtres étaient liés d'une profonde amitié intellectuelle et spirituelle, et il lui rendra hommage en publiant ses textes dans le recueil La pesanteur et la grâce. Et donc Gustave Thibon a continué sa production littéraire, philosophique et ses essais, évidemment en parallèle à la fois de l'université, des académies et du cursus académique classique, et en même temps hors des circuits médiatiques officiels. Il a fait 2-3 interventions à la radio, chez Radioscopie, que vous pouvez retrouver sur internet, ou encore à la télévision. Dans les archives de l'INA, vous pouvez les retrouver, mais ça s'est arrêté là. Donc ce qui lui a valu d'être assez peu connu et relayé. Et encore aujourd'hui, il gagne à être connu. Alors, une partie de ses œuvres sont accessibles et éditées, pas toutes, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc le but aussi de ces conférences et de ces soirées, de ces causeries, c'est de mieux le faire connaître et d'inviter le plus grand nombre de personnes à le lire. Alors, s'agissant de son œuvre, elle est évidemment très éclectique. On peut dire qu'il y a plusieurs types d'ouvrages qui se distinguent. Il y a dans la première partie de son œuvre, on va dire, des essais critiques, philosophiques, sociaux,
qui sont en fait une espèce de critique de la modernité. Donc c'est le cas de Diagnostic et de Retour au réel qui fonctionnent ensemble et qui ont été écrits dans les années 40. Vous avez ensuite toute une partie de son œuvre qui est la principale, qui sont des recueils d'aphorismes. Et là on voit combien la lecture de Nietzsche l'a inspiré, y compris dans le style d'écriture, par le choix de la forme brève, plutôt que par des traités ou des sommes philosophiques. Et donc là ce sont des titres comme l'ignorance étoilée, l'équilibre et l'harmonie, le voile et le masque, l'illusion féconde, autant de titres que vous pourrez retrouver ce soir. Et ensuite, vous avez tout un pan de son œuvre qui sont en fait des articles et des chroniques qu'il a publiés dans diverses revues, et dans divers cercles, dans des conférences aussi qu'il a données, et qui ont été réunies de façon posthume par sa secrétaire personnelle, et dont l'un des derniers que je vous invite à lire, qui s'appelle Au secours des évidences, qui sont un recueil de chroniques qu'il a publié dans différentes revues. Et je le cite parce que j'ai indirectement contribué à ce travail-là, parce qu'il se trouve qu'en travaillant quelques mois rue des Renaudes, Ictus, eh bien, j'ai découvert que Gustave Thibon, dans les années 60-70, c'est un petit peu une période oubliée, mais participait au congrès de la Cité catholique, à l'époque où elle était évidemment très active et très influente, aux côtés de Jean Housset. Et il a prononcé des conférences qui sont vraiment lumineuses et toujours d'une très très grande actualité sur les idéologies, sur la violence, sur l'éducation, sur la mort de Dieu. Et donc une partie de ces conférences sont réunies dans ce recueil et dans un autre. Et c'est vraiment, vraiment très très puissant de lire cela aujourd'hui. Et donc on le présente, ou on essaye de le réduire à des étiquettes, on le présente comme un philosophe de droite, philosophe chrétien, réactionnaire, théoricien de la Révolution nationale, pétainiste, autant d'étiquettes qu'évidemment il a refusé, non pas par lâcheté ou par couardise, mais simplement parce que ça ne correspond pas précisément à sa pensée. On verra que sur le plan politique, eh bien, il se dit ni de droite ni de gauche. Parfois il utilise le terme d'anarchiste conservateur, expliquant qu'il y a à la fois chez lui un élément de révolte qui le pousse à l'anarchisme par son refus du monde moderne, et en même temps c'est un profond conservateur dans la mesure où il est attaché aux invariants de la civilisation. Alors, j'ai choisi de vous parler ce soir plus particulièrement de ces textes qui me semblent peut-être les plus profonds, les plus lucides et les plus prophétiques, à savoir Diagnostic et Retour au réel, qui ont été écrits donc en 1941 et en 1943 respectivement. Donc dans le contexte que vous connaissez, qui est celui de la suite de la débâcle en France. Et donc Gustave Thibon essaye de faire le diagnostic précisément, comme une espèce de médecin de la civilisation, encore une fois ici en héritier de Nietzsche, d'essayer de comprendre quelles étaient les causes profondes de la débâcle, alors pas simplement la débâcle militaire, mais ce qui est pour lui une débâcle, une crise morale, spirituelle, anthropologique, et de proposer un certain nombre de remèdes. Encore une fois, il utilise cette métaphore de la physiologie, c'est vraiment comme il considère, je vais en dire un mot, la société comme un organisme qui peut développer des pathologies, des maladies, et puis il faut essayer d'y trouver des remèdes, et il en propose un certain nombre d'entre eux. Et donc ces remèdes, je les ai appelés les leçons de réalisme, on pourrait les appeler évidemment autrement. Et je dirais qu'il y a 4 leçons de réalisme chez Thibon. Une vision en effet réaliste et enracinée de la vie, une vision organique de la société, une articulation très particulière de la religion et de la politique, j'en dirai un mot, et quatrièmement, je trouve, c'est ce qui fait peut-être le plus l'originalité de Thibon, une défense très particulière des liens
ce qu'il appelle les liens vitaux, c'est-à-dire ce qui unit l'individu au reste de la société et à ce qu'il appelle les communautés de destin. Et à une époque ultra-individualiste, ultra-atomisée, il propose une vision alternative, donc organique, dont je vais dire 2 mots, qui sont à mon avis les leçons les plus actuelles de son œuvre. Donc premièrement sur le réalisme. Qu'est-ce qu'on entend par réalisme chez Gustave Thibon ? Chez lui, en tout cas c'est les termes qu'il utilise dans Retour au réel, il y a à la fois la dimension de relation organique et d'équilibre vital. Donc je vous disais, il considère que l'homme ce n'est pas un atome, comme pourrait le suggérer une vision libérale des choses. L'idée, oui, la racine étymologique de l'individu, c'est ce qui ne peut pas être découpé. Et donc, c'est à rapprocher d'une vision, en effet, atomique ou atomisée de la société. Et donc, comme l'homme est un être de relation, qu'il est lié à ses semblables, à son métier, au monde des idées et de l'esprit, eh bien, Thibon considère que ces liens, eh bien, contrairement à ce que laisse penser cette vision libérale des choses, ce ne sont pas des chaînes, ce ne sont pas des contraintes, ce ne sont pas des cadres qui enferment l'homme, mais ce sont des attaches vivantes. Et il utilise plusieurs fois cette expression d'attache vivante. Et il essaie de montrer en quoi eh bien, la société traditionnelle reposait en effet sur une vision organique et sur une vision des liens organiques qui structuraient les communautés. Et donc il écrit dans Retour au réel, « Nous luttons pour la restauration des attaches vivantes entre l'homme et les divers éléments de sa destinée. » Voilà un peu le cadre de réflexion de ce qu'on pourrait appeler son réalisme. Alors ensuite, sur le réalisme, eh bien, on pourrait évidemment légitimement formuler des objections. Quelqu'un qui se dit réaliste, on va l'accuser d'être défaitiste ou fataliste, de perdre la vision idéale de la société, du combat à mener. On va dire absolument pas. Le réaliste, c'est pas quelqu'un qui est sceptique, c'est pas quelqu'un qui renonce à l'idéal. Et donc, il montre que l'opposition entre réel et idéal est totalement infondée, totalement absurde et théorique, qu'en fait, le réel a besoin de l'idéal pour l'élever. Et en même temps, eh bien, un idéal, je vais en dire 2 mots, qui serait totalement déconnecté du réel, serait totalement désincarné. Ce serait une abstraction vide et creuse. Et là, donc, Thibon dresse, dans Retour au réel, c'est un des points importants de sa critique, il dresse une critique assez féroce de l'idéalisme, on pourrait dire ça, l'idéalisme entendu comme des beaux discours, des théories abstraites qui n'engagent à rien. Et le réalisme de Thibon est donc un réalisme de l'incarnation, donc loin de l'opposition entre le réel et l'idéal. Le réel doit en effet toujours s'incarner, un discours doit s'incarner par des actes, une théorie politique doit s'incarner par un programme et par des mesures. Et l'exemple parfait de ce réalisme, pour Gustave Thibon, c'est la figure du saint ou du martyr. Pourquoi ? Parce que le saint ou le martyr, c'est celui qui n'est pas simplement l'intellectuel qui arbore des beaux discours, mais c'est celui qui va jusqu'au bout de ses convictions et de ses idées, et qui va jusqu'au sacrifice, en effet, de sa vie, et donc il y va jusqu'à l'incarnation de ses idées dans sa chair. Et là, vous voyez toute la sagesse de Thibon qui dit, dans Retour au réel, la réalité ou le geste du quotidien accompli avec devoir, discipline et mesure, eh bien, vaudra toujours plus eh bien, qu'une grande théorie qui est totalement désincarnée. Il écrit « Nous préférons les plus humbles réalités que nous sentons aux âmes... Nous préférons les plus humbles réalités en qui nous sentons une âme aux plus hautes apparences qui n'en ont pas. » Et donc il va opposer le réalisme à l'irréalisme. Qu'est-ce que c'est l'irréalisme ? Eh bien, c'est toutes ces idées totalement déconnectées de l'expérience, déconnectées de la vie. Et comme remède à l'irréalisme, eh bien, il propose évidemment le bon sens. Alors, on a voulu réduire Gustave Thibon, un philosophe du bon sens. Alors, le bon sens peut être parfois vu d'une connotation péjorative ou améliorative. Chez Thibon,
eh bien, le bon sens a un caractère noble. C'est l'articulation de la pensée avec l'expérience. Il définit le bon sens ainsi. Ce n'est pas autre chose que cet équilibre qui crée dans la pensée et les actes la communion au réel. Oui. Et donc, on voit là qu'il s'inscrit en faux contre les idéalistes. Et j'en dirai un mot, mais une des figures qu'il cible, eh bien, c'est Kant et les Kantiens, donc le philosophe allemand du 19e siècle, qui a été un des fondateurs de l'idéalisme allemand, et qui est une philosophie en effet subjectiviste, c'est-à-dire du sujet qui n'a de rapport au réel que par l'intermédiaire de lui-même. Donc c'est une philosophie en effet centrée sur le sujet, qui marque une coupure avec la réalité. Et on connaît tous la phrase de Charles Péguy à propos de Kant. Kant a les mains pures, mais il n'a pas de mains. C'est-à-dire que la morale kantienne, on a tous vu ça en cours de philosophie, c'est l'impératif catégorique. Donc il faut que l'intention morale soit extrêmement pure pour que l'action morale soit bonne. Et Thibon dit, eh bien, on a beau avoir les intentions les plus pures, si eh bien, on ne fait rien, eh bien, c'est une morale de l'impuissance, c'est une morale désincarnée. Et donc, mieux vaut se salir les mains, ou en tout cas avoir les mains dans le cambouis et faire quelque chose plutôt qu'en effet être dans la théorie pure. Donc, dans Retour au réel, eh bien, il va consacrer une partie de son travail à faire l'éloge de la terre et des vertus de la terre. Alors en relisant ces pages, on peut trouver ça très éloigné de la société contemporaine, puisqu'on vit dans une société évidemment où le monde paysan est en voie non pas de déclin mais de disparition, et ce processus de disparition de la paysannerie française, il était enclenché dès les années 50, même avant, avec la mécanisation. Et Thibon a été le témoin de cette révolution de l'agriculture, la disparition d'un ensemble de modes de vie, une culture paysanne qui faisait vraiment la particularité de la société française, et qui est très bien décrit dans le documentaire de Patrick Buisson qui s'appelle Nos Gaulois, ou j'ai plus le titre en tête. Et donc, éloge de la terre. Pourquoi éloge de la terre? Parce que la terre, selon Thibon, est une école de vérité. Alors là, on va retrouver une sémantique et un registre qui peut nous rappeler en effet le registre qui était celui d'une certaine philosophie de la Révolution nationale, en effet. Et on ne peut pas nier que Retour au réel, eh bien, par les circonstances dans lesquelles l'œuvre a été écrite, se voulait aussi un livre qui a un but politique. Ce n'était pas uniquement un traité de philosophie. Donc, une des raisons pour lesquelles Retour au réel n'est plus édité aujourd'hui, c'est parce que vous avez des références en effet au Maréchal, dans lequel Gustave Thibon voyait finalement un moindre mal, un certain remède, et donc vous avez toute une vision de l'enracinement sur la terre qui justifie en effet peut-être la peur de certains de vouloir rééditer ce texte. Et si vous voulez, on pourra en reparler plus tard. Le but n'est pas de parler d'édition ce soir. Mais tout ça pour dire que Thibon reprend cette phrase, par exemple, à Henri Charlier, qui décrit assez bien l'état d'esprit qui est le sien, et que je vous adresse, mais que j'adresse à moi-même en particulier, puisque ma première activité, c'est celle d'un professeur. Un professeur peut être dans l'erreur, y rester toute sa vie, massacrer 10 000 intelligences, il garde une bonne place, prend une retraite confortable. C'est le principe du fonctionnariat. Et Gustave Thibon va dresser une critique très féroce du fonctionnariat. Mais si le paysan manque 2 fois de suite les semailles, il est ruiné.
c'est l'origine de ce qu'on appelle le bon sens paysan. Il sait qu'il y a une nature des choses et qu'on ne la changera pas. Et donc Thibon va opposer évidemment la vérité du paysan, qui ne peut pas tromper les autres, parce qu'en fait c'est sa terre qui le juge par ses récoltes, alors qu'un intellectuel, un homme politique, un journaliste peut raconter autant de mensonges si il joue bien son rôle, il peut faire passer la mensonge pour la vérité. Et si vous voulez, vous n'aurez pas cette contrainte de la réalité pour le rappeler finalement à l'ordre. Et Thibon décrit de façon très juste la tentation qui peut être celle de l'intellectuel de manier de façon indéfinie et totalement folle les abstractions, les idées, les concepts, sans avoir finalement ce contact avec le réel qui le ramène finalement aux choses du quotidien. Et donc il va dresser une critique, autre message que je m'adresse, une critique féroce du parlementarisme, puisque qu'est-ce que c'est que le parlementarisme pour Gustave Thibon? C'est le lieu où le dire prend la place du faire, où la parole et les beaux discours remplacent évidemment les actions. Alors évidemment, Gustave Thibon n'a pas une vision apolitique de la société, au contraire, il a une vision très politique, mais il critique dans la démocratie parlementaire une tendance qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, évidemment à travers les figures politiques qu'on connaît tous, le danger de la logorrhée verbale qui n'a plus le contact en effet avec les choses de la réalité du quotidien telle qu'elle peut être vécue par les gens au quotidien. Et il dit nous sommes trop enclins à croire que parler nous dispense d'agir et qu'il suffit d'avoir éloquemment proclamé ce qui est à faire pour que la chose se fasse. Phrase évidemment extrêmement actuelle. Et donc pour Thibon, en effet, la parole est là pour éclairer, préparer, justifier l'action, mais en aucun cas s'y substituer. Autre phrase absolument magnifique, c'est le grand drame des choses d'être ainsi plus exprimé que vécu. Il est normal qu'il y ait plus de il est normal qu'il y ait plus de gens qui parlent d'héroïsme ou de haute politique que de héros ou de grands politiques véritables. Et donc son réalisme, c'est un réalisme de l'incarnation où la parole doit toujours être vécue et incarnée. Et je vais essayer d'aller vite. Deuxième leçon de réalisme que je voudrais vous partager ce soir, c'est cette vision organique de la société. Pour Thibon, la société, c'est pas simplement un ensemble d'individus séparés les uns des autres, c'est pas simplement une organisation fonctionnelle avec des mécanismes très utilitaires, mais c'est un organisme vivant. Il considère que dans toute société saine, il y a un peuple et des élites. Et dire qu'il y a un peuple et des élites, ça ne veut pas dire que les élites doivent être là pour représenter une caste qui domine le peuple. Il a une vision en effet ancienne et traditionnelle de la société. L'élite est là pour être au service du peuple, et le peuple en même temps est là pour remplir un certain nombre de rôles sociaux qui sont nécessaires au fonctionnement de la société. Et si vous voulez, une société saine repose sur cette complémentarité entre les élites et le peuple. Et dès lors, évidemment, que les élites s'éloignent du peuple, ou qu'elles se mettent à le renier, ou qu'elles se mettent à le critiquer, ou qu'elles se mettent à le dominer d'une façon absolument injustifiée ou illégitime, c'est le début pour Thibon de la dissolution de la société et de ce qu'il appelle, de ce qu'un de ses compères, Marcel de Corte, appellera la dissociété. Et donc il oppose cette vision organique de la société à une vision donc atomisée qui voudrait réduire en effet la vie sociale à un pur ensemble d'individus. Et il dit cette phrase très juste, c'est quand même incroyable de vouloir appliquer à la société, à une société d'hommes, d'êtres humains, doués d'un corps et d'une âme, la loi du nombre et la loi de la quantité, comme voudraient le faire, les statisticiens ou des économistes qui raisonneraient purement en termes de ressources, voyez.
eh bien, dans une vision organique des choses, eh bien, précisément, un peuple, ce n'est pas qu'une masse informe eh bien, qu'il s'agit d'organiser en gestionnaire, mais c'est un être au sens plein, et un être vivant avec lequel il faut avoir un certain nombre de liens vivants et vitaux. Et il donne 2 exemples de cette crise du lien vital qui organise de façon normale une société. Il prend l'exemple du travail. Et en relisant Retour au réel, j'ai trouvé que c'était un des passages peut-être les plus actuels. On nous parle aujourd'hui de la crise du sens au travail, de la perte de signification au travail, avec de plus en plus en effet de métiers, enfin précisément non, pas de métiers, mais d'emplois ou de fonctions dépourvues de sens, les fameux bullshit jobs, précisément qui ont pris la place des métiers. Parce que vraiment, dans le métier, il y a plus en effet un gagne-pain et un emploi. Et Gustave Thibon fait la comparaison entre le paysan et le fonctionnaire, encore une fois par rapport au logiciel qui est le sien dans les années 40. Et il montre que un paysan qui est enraciné toute sa vie sur sa terre, eh bien, il éprouvera évidemment le devoir de la cultiver, et il nourra avec elle en effet un lien charnel qui fera que finalement la terre qu'il a cultivée est un prolongement de lui-même. D'accord ? Et donc, si il est coupé de ce prolongement de lui-même, il est amputé d'une partie de lui-même, de son identité. De toute façon, ce lien organique, c'est précisément celui qui fait défaut, alors ce qu'il appelle le fonctionnaire, mais qu'on pourrait aujourd'hui appliquer à un certain nombre de métiers, on va dire, de bureaux, de métiers de service. Eh bien, c'est que le travail moderne n'est plus lié de façon... le travailleur moderne n'est plus lié de façon organique à sa tâche, comme le paysan pouvait l'être à sa terre. Et en fait, il travaille pour vivre, pour survivre, pour gagner son pain, alors que le paysan le fait évidemment pour autre chose que cela. Et je cite Gustave Thibon: « L'homme ne se sent responsable que dans la mesure où il se sent lié. » Parce qu'il explique que, précisément dès lors qu'on ne se sent plus dans son travail lié à sa tâche et aux fruits de son travail, eh bien évidemment on n'aura plus aucun intérêt à se sentir responsable de ce qu'on fait. Et donc il explique comme ça l'espèce de crise, d'abandon de toute forme de responsabilité dans le monde du travail, où quand il y a un problème, eh bien on va évidemment rejeter la faute sur les autres plutôt que de se considérer comme concerné. Et il continue: « Il n'est de vrais liens que les liens organiques. Se dévouer à sa tâche, l'expression est belle, mais le dévouement porte sur l'être et non sur l'avoir. L'homme ne se dévoue qu'à ce qui fait partie de lui-même, aux choses et aux êtres sans lesquels il ne peut pas vivre, et aucun encouragement matériel ou moral. » Vous voyez, aujourd'hui, on prépare à l'Assemblée le budget. On va augmenter de plusieurs milliards le traitement d'une partie des fonctionnaires, notamment de l'éducation nationale, et pour un certain nombre de raisons, ça peut être justifié, mais ce n'est pas le sujet. Mais on pourrait s'imaginer que l'encouragement doit être que matériel. Pour inciter une personne à aimer son travail, il faut la payer plus. Alors il est évident que la rémunération entre en ligne de compte, mais peut-être que l'essentiel n'est pas là. Et Gustave Thibon le dit très bien: aucun encouragement matériel ou moral, aucune rigueur légale n'empêcheront l'immense majorité des hommes de se désintéresser de fonctions qui n'ont pas de racines dans leur âme. Bien des lois d'assistance sociale ont pour fondement secret ce refus de l'individu de faire fond sur leur propre effort. Cela tient au manque de liens vitaux entre l'homme et sa fonction sociale. Donc, vous voyez, là aussi c'est un argument qui aujourd'hui est plutôt incorrect politiquement, mais je pense qu'il y a un fond de vérité dans cette critique en effet de l'encouragement. En fait, dans ce texte-là, Thibon dénonce l'étatisme, c'est-à-dire l'emprise de l'État dans la vie de l'individu, y compris dans le travail. Et il considère qu'en effet, c'est pas en assistant de façon matérielle, de façon financière ou même de façon idéologique, les gens, qu'on leur redonnera l'envie ou le goût du travail. L'essentiel, il se trouve précisément dans le lien qu'on éprouve avec la fonction qu'on remplit,
et pas simplement une question de rémunération, d'aide ou d'allocation. Et je trouve qu'en lisant Thibon, on comprend un peu mieux parfois l'espèce de gâchis financier qui est celui de notre société, qui dépense évidemment des sommes considérables à essayer d'alimenter un système qui en fait repose en fait sur un mauvais diagnostic, encore une fois. Un diagnostic différent permettrait peut-être des solutions différentes. Ouais, je me dépêche. Deuxième exemple de cette crise de la société moderne, la question de la dénatalité. Alors j'en parle parce que nous sommes dans un lieu qui, pendant la campagne présidentielle, est un des lieux où on a peut-être le plus vendu le livre de Renaud Camus sur le grand remplacement. Peut-être un des endroits où on en a le plus parlé. Et c'est très bien que ce thème soit mis au centre du débat. Mais Gustave Thibon, par exemple, permet de comprendre eh bien, un des aspects du grand remplacement, de la crise démographique, sous un angle un petit peu différent. Et je crois que c'est Patrick Buisson qui, dans un entretien récemment, eh bien, a abordé les choses de cette façon. Il y a deux façons de le voir. Soit on le voit du côté de la menace, c'est-à-dire de ceux qui viennent nous remplacer, soit on le voit de l'autre côté, c'est-à-dire de ceux qui sont en train d'être remplacés. Et la question c'est, pour quelles raisons eh bien, un peuple, une civilisation, une société eh bien, décline démographiquement. Et de façon très simple, c'est pourquoi elle ne fait plus d'enfants. Et je pense que dans cette question qu'on ne met pas assez au cœur du débat, parce que la question n'est pas que migratoire, en fait, si l'immigration, si le grand remplacement a lieu, et ça Renaud Camus a raison, eh bien il n'est possible que par le petit remplacement, qui est plus important et plus profond que le grand, parce que c'est tout le processus culturel qui a poussé eh bien, un peuple eh bien, à perdre confiance dans la vie, à perdre confiance en lui-même, à perdre la propre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a été, de ce qu'il pourrait être. Et c'est comme ça que, eh bien, il cesse eh bien, de se projeter dans l'avenir et donc de ne plus faire d'enfants. Et dès les années 40, Gustave Thibon analyse eh bien, une chute de la natalité dans les villages et il essaie de comprendre d'où ça vient. Alors il dit il y a la chute de la pratique religieuse, mais ce n'est qu'un aspect du problème, parce qu'y compris dans des villages où la pratique est encore très forte, eh bien, on fait de moins en moins d'enfants. Alors il le lie aussi aux relations que les parents, et en particulier les femmes, ont avec l'enfant. C'est-à-dire qu'avant, dans une société paysanne, eh bien, l'arrivée de l'enfant, d'un enfant, n'avait pas du tout la même signification que dans la société contemporaine. La vie étant beaucoup plus dure, la naissance de l'enfant, c'était un petit miracle qui, évidemment, poussait une partie des gens à ne pas se poser de questions sur le fait de savoir si on le garde ou on ne le garde pas. Et tout ça, c'est à la limite secondaire. Il dit qu'il y a aussi une espèce d'acceptation de la nécessité, c'est-à-dire qu'avant, eh bien, les enfants arrivaient un peu comme ça. C'est un peu comme le rythme des saisons. Il y a une espèce d'acceptation de l'ordre de fait dans la société paysanne qui, évidemment, a plus du tout cours dans la société qui est la nôtre, pour les raisons qu'on connaît. Et il dit qu'une des autres raisons, c'est évidemment l'individualisme, le fait que l'individu replié sur lui-même, évidemment, n'aspire plus qu'à jouir de son confort immédiat et personnel, qu'il repose l'effort et la contrainte, et surtout qu'il ne s'engage plus, puisque l'individu moderne veut la jouissance immédiate, il ne va plus s'engager évidemment dans des entreprises qui s'inscrivent dans la durée. Et il a cette phrase absolument formidable: c'est la même hâte devant toute jouissance et le même effroi devant toute peine qui explique l'absence de ces entreprises de longue haleine par où l'individu se dépasse et s'éternise. Une époque qui recule devant l'enfant n'est pas capable non plus d'inspirer la divine comédie ou la politique des Capétiens ou de faire jaillir les cathédrales du sol. Et je trouve ces passages d'une extrême sagesse pour comprendre en fait la profondeur de la crise morale et spirituelle qui est celle en effet
de notre époque, de notre civilisation. Autre phrase sur la question de la dénatalité. Le déraciné a perdu cette confiance obscure dans la vie, ce sentiment de sécurité profonde qui accompagne l'accomplissement des grands devoirs naturels. Ces enfants à qui on n'a rien à demander. Il cite l'exemple des paysans qui faisaient des enfants pour avoir surtout en fait de la main-d'œuvre pour se soulager du travail. Et ces enfants à qui on n'a rien à donner, puisqu'il montre que, en effet, le travail moderne étant individualisé, eh bien, les enfants ne vont pas refaire le même métier que les parents. Eh bien, ces enfants à qui on n'a rien à demander ou rien à donner, comment ne serait-il pas tenté de les laisser dans le néant? Alors, je voulais dire 2 mots sur la politique et la religion, mais je vais sauter. 5 minutes. Ouais, je conclus simplement par une note qui rejoindra davantage le travail de l'Institut Iliade, qui n'est pas simplement un travail précisément de diagnostic ou de constat du mal, mais qui est aussi un lieu où on forme, et où on forme évidemment pour l'avenir, pour la reconstruction et la renaissance. Eh bien, pour conclure, je finirai par ce passage de Retour au réel, où Thibon évidemment nous invite à nous préparer à la renaissance et à la façon dont il faut le faire. L'heure est pleine de contradictions et de ténèbres. Nous ignorons tout de l'avenir, et pourtant une seule chose pour nous est certaine, c'est que nous sommes défaits, et il s'agit avant tout de nous refaire. Notre unique devoir est de recréer, regrouper nos forces, préparer, à travers l'hiver qui nous étreint, notre renaissance. Or, qui dit germination, incubation, dit aussi attente, et qui dit attente dit aussi silence. Les choses vivantes ne s'élaborent que dans le secret. Voilà, je m'arrêterai là. Merci de votre attention. Je vous laisse faire une petite séance de questions et de réponses. Et pour les absents, si tu pourras redonner l'information concernant les plaisirs. Ah oui, voilà. oui, ben on va terminer par ça. Les questions. Je vous laisse la parole. Alors, quelle est l'utilité de Gustave Thibon pour vous qui faites de la politique active? Une respiration? Une détente en fait. Non. Vous voulez dire l'utilité concrète de Gustave Thibon pour l'action politique? Oui, avez-vous des exemples d'actions politiques qui ont été inspirées par Gustave Thibon dans ses œuvres, ou dans ses œuvres politiques ou littéraires? Alors, comme toute philosophie politique, c'est difficile de vouloir faire de Thibon un théoricien. La différence peut-être entre un philosophe politique et un théoricien, c'est que le théoricien théorise pour l'action politique. Le philosophe politique, eh bien, a moins ce souci en effet d'être repris, d'être utilisé pour des mesures politiques. Non, je pense que simplement il donne une sagesse, une profondeur de vue sur un certain nombre de sujets politiques, sur un certain nombre de questions qui me semblent en effet incontournables. Et si en fait on a le nez uniquement dans la politique, eh bien on finit par n'avoir qu'une approche peut-être économique ou gestionnaire ou administrative de l'action. Et je pense que, mais c'est le cas de Thibon, c'est le cas de la philosophie, de la littérature en général, eh bien ce sont des repères, des phares, des souffles pour respirer en effet un autre air que celui des cabinets ou des assemblées. D'autres questions? Une petite très léger rapport. Le titre que vous cherchiez tout à l'heure, Patrick Buisson, c'est La fin d'un monde. Oui. Voilà. Et je me permets de le signaler parce que ce qui m'a amusé, c'est que ce titre me disait quelque chose. Il a déjà utilisé, je vous le donne en mille, Édouard Drummond. Oui. La fin d'un monde. Absolument. Ça m'a bien amusé. Oui. Mais Patrick Buisson est amateur des clins d'œil
historique. Volontaire ou pas. Et il l'a fait pour la fin d'un monde, il l'a fait pour la cause du peuple. C'est vrai. C'est... Alors, il y a La fin d'un monde qui est son dernier ouvrage. Et j'avais aussi en tête un des documentaires qu'il a réalisé, parce qu'il a fait plusieurs documentaires. Et il a fait un documentaire sur la condition paysanne et ce qui s'est passé en effet entre 1900 et 1950 avec l'arrivée de la mécanisation. Et il s'est appuyé sur un certain nombre d'auteurs documentaires et parsemé d'archives d'archives de l'INA avec complétés par des extraits d'écrivains, de penseurs, dont Thibon. Je crois que c'est Nos ancêtres les Gaulois, le nom du documentaire. Pas d'autres questions? Eh ben, on va... Oui, donc je disais, pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien, nous allons en effet goûter un vin qui s'appelle le Mas de Libian, qui est donc issu du domaine Thibon, puisque en effet la fille de Gustave Thibon, Hélène, produit du vin biologique dans l'Ardéchois. Et avec mon épouse, on a fait plusieurs caves de Paris pour essayer de récupérer les dernières bouteilles qui existent dans la capitale. Donc bonne dégustation à tous. Merci à vous pour votre attention. Merci. Bravo.